Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. L'histoire est un éternel recommencement, dit-on parfois. Alors Franck Ferrand a voulu aujourd'hui poser la question à deux amoureux d'histoire dont les ouvrages prennent de la hauteur. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. J'ai reçu en effet coup sur coup le livre de François Reynard, Historama, quand l'histoire explique l'actualité, et celui de Dimitri Casali, L'histoire se répète toujours deux fois, la France est-elle condamnée à revivre son passé? Il m'a paru intéressant d'évoquer cette question de l'histoire qui se répète ou non, avec deux auteurs qui, sur la question, vous allez voir, ont des points de vue très différents. Je pense que tout ce que l'on entend à propos de la dernière élection présidentielle nous donne à réfléchir. En ce moment, vous avez vu, on essaie de comparer ce qui se passe depuis 6 mois à toutes sortes de périodes de l'histoire. Eh bien, à titre de préambule, justement, je vous propose de revivre la toute première élection présidentielle en France. C'était celle de 1848. Et les amoureux d'histoire, dont nos auditeurs font partie, comme vous dites, vont être gâtés ce week-end, puisqu'ils pourront se rendre au salon Histoire de lire à Versailles. Oui, et nous recevrons le président d'Histoire de lire, Étienne de Montetti, pour qu'il nous révèle en avant-première ce qui se trame à Versailles. Pour le moment, la Révolution de 1848. Le 29 janvier 1848, alors que la monarchie de Juillet, le régime de Louis-Philippe, est en train vraiment de s'essouffler, le pouvoir s'oppose aux revendications politiques, syndicales, des revendications sociales, enfin syndicales, c'est plutôt un anachronisme, on va dire sociales, qui émergent de plus en plus. Une voix fameuse lance un avertissement devant le parterre des députés, et cette voix, c'est celle de Tocqueville. Ne voyez-vous pas qu'il se dit dans le sein des classes ouvrières que tout ce qui se trouve au-dessus d'elles est incapable et indigne de les gouverner, que la division des biens faite jusqu'à présent dans le monde est injuste, que la majorité repose sur des bases qui ne sont pas des bases équitables, et ne croyez-vous pas que dans de telles opinions prennent racine et ne croyez-vous pas que quand de telles opinions prennent racine, elles amènent tôt ou tard les révolutions les plus redoutables? On est le 29 janvier, et bien dites-vous que dès le 22 février, la prédiction tocquevillienne va se réaliser, puisqu'à Paris, une manifestation interdite dégénère en insurrection, la capitale va être vite hors de contrôle, le sang coule sur le pavé, et pour Louis-Philippe, l'abdication, l'exil paraissent inévitables. En 2 jours, un gouvernement provisoire se met en place, notamment sous l'influence du poète Alphonse de Lamartine. Une république est en train de s'esquisser, c'est ça, qui est en train de se mettre en place sur les cendres encore chaudes de cette monarchie constitutionnelle. Paris, tout à son euphorie, emporte la France dans son souffle révolutionnaire. C'est bientôt le printemps des peuples, nous sommes en 48. Un souffle porté par des libéraux, des modérés, mais aussi des socialistes. Ce sont les prodromes de la Deuxième République. La foule a son mot à dire, et elle le dit. De grandes décisions sont prises, abolition de l'esclavage, proclamation du suffrage universel, des ateliers nationaux sont aussi créés pour donner du travail à tous les gens inemployés. Patrice Guénifet raconte: tout cède au romantisme révolutionnaire, le bourgeois communie avec l'ouvrier, le clergé se tient aux avant-postes de la révolution, mais l'unanimisme de rigueur n'empêche pas des tensions de bientôt apparaître. Et oui, car en vérité, on ne va pas tarder à voir divorcer ceux qui voudraient tempérer le zèle de la révolution et ceux qui veulent au contraire en forcer la marche. Les querelles s'accumulent, le point de rupture, c'est l'élection des députés chargés d'établir la nouvelle constitution. Et oui, on va encore avoir une constituante en France. Drôle de 19e siècle tout de même. Les plus à gauche redoutent que les 9 millions de Français, dont beaucoup de ruraux, soudain propulsés par le suffrage universel, par la grâce de ce nouveau suffrage universel, ne votent pour un retour au calme. Suffrage universel masculin, j'ai besoin de préciser. Et on se dit que les campagnes, en gros, sont conservatrices. Et les socialistes ont beau exercer une pression qui est forte, ils veulent provoquer partout de l'agitation. Le vote, finalement, a lieu fin avril. Et en effet, ce sont les modérés qui emportent la mise. La nouvelle Assemblée élit 5 commissaires chargés de gouverner, parmi eux Lamartine, très en vue depuis les événements de février. Il rejette les extrémistes, mais il croit un équilibre nécessaire. C'est pourquoi il tient à garder parmi les 5 le fameux Ledru-Rollin, ce républicain très marqué à gauche. Les socialistes, eux, n'entendent pas se contenter d'un Ledru-Rollin. Ils veulent des changements radicaux
Et on peut dire qu'on est en train de danser sur un volcan. Le 15 mai, la foule investit l'Assemblée pour imposer un gouvernement socialiste, sauf que cette tentative tourne court. On arrête les meneurs, les institutions élues peuvent se remettre au travail. On a envie de dire jusqu'à la prochaine insurrection. Et d'ailleurs, il ne faut pas attendre très longtemps, puisque dès juin, fermeture des ateliers nationaux. Ah ça n'est pas une mesure populaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Le nouveau gouvernement, si l'on peut dire, a jugé ces ateliers trop coûteux. Ce sont des dépenses somptuaires. Et puis c'est en plus un facteur de désordre. C'est André Mauroy qui le raconte. Le 23 juin, quelques milliers d'ouvriers se réunirent devant la colonne de la Bastille, s'agenouillèrent en souvenir des premiers martyrs de 1789 en criant « La liberté ou la mort ». Puis ils se retranchèrent derrière des barricades et demandèrent le rétablissement des ateliers nationaux. L'Assemblée proclama l'état de siège. La triste lutte fut chaude et dura 4 jours. 4 jours d'une répression vraiment dure, menée par le nouveau ministre de la Guerre, l'implacable général Eugène Cavaignac. Le bilan est vraiment très lourd, plusieurs milliers de morts. Et un traumatisme profond dans la population. 4000 insurgés vont être condamnés à la déportation en Algérie. Cavaignac, lui, se voit offrir la tête du gouvernement par celui dont il a sauvé les postes. La concorde lyrique de Lamartine, la liberté triomphante, tout ça est oublié. Maintenant, c'est l'ordre qui est à l'ordre du jour. Quel meilleur facteur d'ordre que des institutions en bonne et due forme, se dit-on. Leur élaboration se poursuit en parallèle des troubles du printemps et dans les mois qui suivent. On s'achemine vers un régime doté d'une seule assemblée, suivant la pratique des tout jeunes États-Unis, un pouvoir exécutif confié à un président. Ce président de la République serait élu pour 4 ans non reconductible. On a en effet très peur d'un pouvoir trop personnel. Il faut préparer une grande première en France, donc l'élection de ce fameux président, élection présidentielle. Les débats sur les détails de la Constitution se poursuivent, mais une élection législative partielle a lieu en septembre 1948. Elle signe un retour qui va tout changer, celui de Louis-Napoléon Bonaparte, qui est le neveu de l'empereur, qui est en exil comme toute la famille impériale depuis 1815, et qui s'est trouvé élu dans plusieurs départements, parce qu'on peut se présenter un peu partout à l'époque. On a même des candidatures spontanées. André Castelot précise, victoire écrasante, partout il est en tête. À Paris, sans campagne électorale, sans s'être montré à ses électeurs, sans être inscrit sur les listes, sans domicile en France. Vous imaginez, ça fait quand même beaucoup de conditions. Il recueille néanmoins 110 000 voix. Cette fois, l'Assemblée n'ose protester, mais Lamartine s'inquiète. Il y a des moments d'aberration dans les multitudes, dit-il. Il y a des noms qui entraînent les foules, comme le lambeau de pourpre attire les animaux privés de raison. L'exil du prince impérial va prendre fin. Son entrée dans le jeu politique va bientôt déconcerter tout le monde. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, vous nous racontez l'histoire de la toute première élection présidentielle en France. Nous sommes en 1848, la Deuxième République vient de naître et après une période d'exaltation révolutionnaire, vient maintenant la période du retour à l'ordre. Alors que les nouvelles institutions sont en train de se dessiner, c'est ce que vous nous racontiez il y a un instant, un homme fait son grand retour en France, Louis-Napoléon Bonaparte, élu député, il revient d'exil. Mais avant de poursuivre cette histoire, j'ai encore une question à vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années hors de France ? Il fait partie donc de tous ceux qui se sont exilés en 1815. Vous savez, il est le fils de Louis. Alors, il est officiellement le fils du frère de Napoléon. Là, je ne vais pas du tout entrer dans ce débat de petite histoire, est-ce que c'est vrai ou pas. Il est en tout cas le fils d'Hortense de Beauharnais, ça c'est incontestablement la reine Hortense. Il n'avait que 7 ans au moment de la chute de l'Empire. Alors il a grandi en exil, notamment aux côtés de sa mère, en Suisse alémanique, et puis à partir de l'adolescence, il mène une vie invraisemblable, pleine d'aventures. On le voit se battre à Rome, notamment dans le cadre des premiers combats pour l'unité italienne, etc., avec son frère, qui va mourir. Bref, il se lance au fil du temps dans toutes sortes de tentatives politique parce qu'il est complètement habité par la geste révolutionnaire et, disons-le, ses coups d'État tournent au fiasco. Il est même emprisonné un temps au fort de Ham, on avait eu l'occasion de raconter ça ici, vous savez. Il s'échappe en se déguisant en plâtrier, enfin toute une histoire. Bref, pendant toutes ces années, il s'est forgé la réputation d'un libéral, c'est très important, et il a beaucoup travaillé sur la question de l'extinction du paupérisme, qui était un grand sujet à l'époque. Et ça lui donne
une image socialisante, si l'on peut dire, mais enfin tout de même. Et c'est donc à la faveur de la Deuxième République qu'il peut tenter sa chance dans un cadre légal en France. Le 25 septembre, il est donc à Paris. Le voilà dans l'arène de cette nouvelle République. Il est à l'Assemblée. Il faut reconnaître qu'il y ait d'abord une proie facile pour ses ennemis, puisqu'il est intimidé gauche. Il n'a jamais vécu en France quasiment, vous imaginez. Il parle évidemment français, mais il n'a pas la contenance que peuvent avoir un certain nombre de ses adversaires. On remarque son physique un petit peu quelconque, il est quand même court sur pattes, son regard distant est assez mystérieux, il n'impressionne pas beaucoup, et puis il a cet accent donc tudesque, héritage de sa jeunesse, bref. On se dit qu'il n'y a peut-être pas vraiment de raison de se méfier de ce petit Bonaparte qui ne ressemble pas du tout au grand. Certains arrêtent leur jugement à cette médiocrité apparente. Lamartine, lui, est plus lucide. La France est perdue, dit-il. Après le modèle, la pâle copie. Après l'ogre, le grillon, et ce sera pire. C'est dans ce contexte que sont arrêtées les modalités de l'élection présidentielle. Pour asseoir la légitimité de l'homme fort de l'exécutif, il est décidé qu'il sera élu au suffrage universel direct, masculin encore une fois. Ce n'est que dans le cas où les candidats ne rassembleraient pas assez de voix que l'Assemblée serait enfin amenée à trancher. Précision importante, les descendants de dynasties autrefois régnantes ont droit de se présenter. Ce ne sera pas le cas bientôt, mais pour l'instant c'est encore le cas. Elles ont le droit de se présenter comme tout le monde. Fin octobre, la date du scrutin est arrêtée. Ce sera donc le 10 décembre. La campagne est assez courte donc pour les candidats. Alors qui sont-ils ces candidats ? Il y a l'homme fort, celui auquel tout le monde croit, le général Eugène Cavaignac, qui a une position stratégique, lui, puisqu'il tient tous les leviers de l'État, quasiment. Par ailleurs, la lourde répression qu'il a organisée en juin contre les insurgés parisiens a tendance à rassurer ceux qui ont peur des troubles. Par ailleurs, c'est incontestablement infidèle du régime républicain. Il est un petit peu coincé, si vous voulez, entre la gauche qu'il déteste et les conservateurs royalistes. Il y a Lamartine, le modéré Lamartine, dont la grandeur printanière a l'air d'être passée néanmoins. L'Assemblée l'a écarté. Que va faire et que va décider le peuple ? Et puis plus à gauche, deux candidats, Ledru-Rollin, dont je vous ai parlé, et plus radical, Raspail. Bien qu'en prison depuis les agitations du printemps, Raspail entend bien représenter les espoirs socialistes, les vrais socialistes. Et puis donc, ce Louis-Napoléon Bonaparte, qui en dépit de premiers pas difficiles dans le monde politique, ne présente pas moins quelques atouts réels. On l'a dit, de par sa famille, il a une aura incroyable. Son nom fait rejaillir toute l'épopée napoléonienne, ça bien entendu. Pour d'autres, en revanche, ce nom rappelle de mauvais souvenirs, notamment des souvenirs de guerre à outrance. Comme l'a relevé Castelot, Proudhon avertit « Vous serez tous soldats, soldats à vie. Vos femmes seront cantinières et vos garçons tambours. » Mais au-delà de ce débat, il peut jouer, Louis-Napoléon peut jouer de sa nouveauté, si vous voulez, sur la scène politique. Louis Girard explique « Il est par chance et par habileté demeuré étranger à tout ce qui s'était fait depuis février, ennemi de tous ceux qui avaient détenu le pouvoir depuis cette époque. » Ça, c'est important, cette espèce de virginité qui entretient l'ambiguïté. Il faut dire qu'il a cultivé une image d'héritier impérial, certes, mais en même temps, je vous l'ai dit, d'homme libéral pour ne pas dire d'homme de gauche. En cet automne 48, le jeu semble assez ouvert. Une des clés de la campagne, c'est le positionnement des conservateurs, des royalistes, si vous voulez, qui n'ont pas vraiment de candidat à eux. Du moins, aucun ne va au bout de sa démarche. Les conservateurs vont avoir tendance à osciller entre le général Cavaignac et Louis-Napoléon Bonaparte. Par exemple, Adolphe Thiers, qui sait bien qu'un retour à la monarchie n'est pas possible si près de la Révolution de février, Thiers va se ranger derrière Bonaparte, ce qui ne manque pas de sel lorsqu'on sait, nous, ce qui se passera plus tard en 70-71. Thiers pense sans doute pouvoir faire de Bonaparte une sorte de marionnette entre ses mains. La grande inconnue de cette élection, c'est le vote du peuple, bien entendu. Peuple qui n'a qu'un accès très limité à l'information à l'époque. Or, 3 électeurs sur 4 vont se déplacer le 10 décembre en ce jour d'élection qui est en plus un jour très ensoleillé, qui a été vécu comme une fête cette première élection présidentielle. L'avenir de la République est donc en jeu. Vous avez compris que c'est une République fragile. Les résultats sont attendus dès le lendemain. Et oui, à l'époque, il faut dépouiller, il faut transmettre les résultats. Évidemment, on n'a pas Internet, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les résultats en question vont faire grincer bien des dents. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe
Nous sommes au cœur de l'histoire de la toute première élection présidentielle en France, naissance de la Deuxième République. Louis-Napoléon Bonaparte est candidat. Nous sommes le 10 décembre 1848. Jour de vote, Franck. Et oui, et les résultats arrivent donc le 11 décembre à la mi-journée à peu près. Louis-Napoléon est en train de déjeuner chez Adolphe Thiers, ça ne s'invente pas, au moment où on apprend le verdict des urnes, et qui est un verdict très satisfaisant pour lui, puisqu'il a réuni 5 500 000 voix sur son nom, avec une victoire de plus de 74%. Ah oui, en effet. C'est-à-dire que ses concurrents, là, ne sont pas distancés, ils sont carrément écrasés. Seul Cavaignac fait un score à peu près honorable, 1 400 000 voix, mais c'est tout. Et tout le monde sombre derrière dans le ridicule. Le Drurelin n'a pas eu 400 000 suffrages, Raspail, n'en parlons pas, quelques dizaines de milliers de voix. Le pauvre Lamartine n'a que 17 000 suffrages. Vous savez qu'on dit que dans les bureaux de vote, dans les campagnes, les gens disent « mais qui c'est cette Martine en fait ?» Oui. Eh bien, il n'a pas été élu. La population s'est portée en masse sur le prince, comme on disait. Choix clair pour les campagnes, évidemment. Choix peut-être moins clair dans certaines villes. Après l'élection, l'avenir a l'air quand même un peu imprévisible. Disons-le, le nouveau président est un homme méconnu. Il s'empresse de donner des gages au régime républicain. Le 20 décembre, il lance comme ça à la tribune de l'Assemblée: en présence de Dieu et devant le peuple français représenté par l'Assemblée nationale, je jure de rester fidèle à la République démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que m'impose la Constitution. Il ajoute: nous avons une grande mission à remplir, c'est de fonder une République dans l'intérêt de tous et un gouvernement juste, ferme, qui soit animé d'un sincère amour du progrès sans être réactionnaire ou utopiste. Soyons les hommes du pays et non les hommes d'un parti. Voilà des phrases qu'on va réentendre un certain nombre de fois. Et Dieu aidant, nous ferons du moins le bien si nous ne pouvons faire de grandes choses. Voici ce que nous dit à ce propos Maurice Agulon. Les représentants troublés ne savent trop s'ils enregistrent là une conversion ou un parjure. Ils applaudissent peu le nouveau président, préférant acclamer Cavaignac qui dépose dignement le pouvoir. Vous avez bien compris que le candidat de l'Assemblée, c'était Cavaignac. Évidemment, tout le monde est stupéfait de voir à quel point le peuple n'a pas suivi. Lamartine est absent, précise Maurice Agulon, s'épargnant un affront. Quand son nombre de voix a été proclamé, il y a eu un éclat de rire vengeur sur les bancs de la droite. Le nouveau président va très vite révéler sa ténacité, son sens politique incontestable dans le fonctionnement de ces institutions nouvelles dont il écrit donc les premières pages. Et bientôt, dont il écrira les dernières d'ailleurs. Ne pouvant pas se représenter après bien des bras de fer avec l'Assemblée, le président Bonaparte, à la faveur de ce coup d'État dont nous avons déjà parlé, vous savez, le 2 décembre 1851, Bonaparte conservera le pouvoir et il deviendra un an plus tard officiellement l'empereur Napoléon III. La valse des régimes politiques va donc continuer en France. La fièvre lyrique de février 48 n'aura été d'une certaine manière qu'un feu de paille, un gros feu de paille, certes. Bonjour Dimitri Casali. Bonjour François Reynard. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici tous les deux. Alors, j'ai commencé par raconter cette élection de 1848 parce que régulièrement, à chaque fois que nous avons une élection présidentielle, le grand sport national, c'est de la comparer aux précédentes. Est-ce que cette élection de 48 s'est reproduite, d'après vous, François Reynard, dans l'histoire ? Alors moi, mon point de vue général, et je pense que ça va m'opposer à Dimitri, enfin j'espère. Non, j'espère pour l'intérêt du débat, bien sûr. C'est le but de ce débat. Si on est d'accord, c'est moins drôle. Sans doute. Voilà, et je pense qu'il faut toujours essayer de voir les évolutions, mais il faut se méfier des effets de répétition. Je crois qu'il n'y en a jamais, et je pense que les effets de répétition peuvent nous aveugler. Alors là, j'en ai un exemple merveilleux avec 1848, parce que c'est parce qu'il y a eu la première élection au suffrage universel d'un président de la République en décembre 1948 que ce président de la République, 3 ans plus tard, a fait son coup d'État, le coup d'État, que pendant si longtemps, pendant des décennies, les Républicains disaient jamais une élection présidentielle au suffrage universel. Ça fait école, à l'envers. Voilà, quand le général de Gaulle a voulu faire le suffrage universel, la réforme du suffrage universel en 62, voilà, à ce moment-là, il y a le célèbre livre de Mitterrand, le coup d'État permanent, et dans le livre de Mitterrand, la thèse, c'est il va nous faire du césarisme, c'est-à-dire il va refaire Louis-Napoléon Bonaparte. Eh bien non, là, l'effet de miroir était faux, puisque le général de Gaulle n'était pas Napoléon III, il n'a pas fait de coup d'État, et la France est restée une république. Alors que vous, Dimitri Casali, vous auriez tendance à dire que oui, finalement, 1958, c'est un peu 1848.
Je ne suis pas le seul à le dire. Les grands René Raymond a bien expliqué que le gaullisme s'inscrivait directement dans la droite ligne du bonapartisme, bien sûr. Mais dans ce livre, l'histoire se répète toujours deux fois. J'attire le regard surtout sur les similitudes de l'histoire. Je dis pas que ce sont des répétitions exactes, bien sûr que non, loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a certaines similitudes avec 1780. Aujourd'hui, notre situation actuelle me rappelle parfois 1789. 1939 ou alors effectivement 1848, mais 1848, je pense à la Révolution, puisque je compare dans ce livre Louis-Philippe à Emmanuel Macron. Si, oui, c'était le sous-entendu de mon récit. On y reviendra tout à l'heure. Si vous nous dites que nous sommes en 1789 ou en 1939, ça veut dire que les années qui viennent ne nous réservent pas que des choses agréables. Il va falloir quand même que vous nous expliquiez ça un peu plus en détail. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. On se pose cette question jusqu'à 15h. Est-ce que l'histoire bégaye? Est-ce qu'elle se répète? Et cette question, vous la posez à vos invités, Franck Ferrand. Vous recevez Dimitri Casali, il est historien. Il est auteur de L'histoire se répète toujours deux fois. La France est-elle condamnée à revivre son passé? Paru chez Larousse. Et avec Olivier Garcia. Avec Olivier Garcia. Et François Reynard, qui est journaliste, spécialiste d'histoire et écrivain, et qui lui-même est l'auteur d'Historama, quand l'histoire explique l'actualité, paru chez Talendier. Quelle est la philosophie de ce livre, François Reynard? J'aimerais que vous nous expliquiez l'un et l'autre. Tout à fait. Justement, moi, je pense que je n'aime pas voir des répétitions dans l'histoire. Je pense qu'il faut voir l'évolution dans l'histoire. Il faut voir, parce que ça veut dire bien sûr, on doit trouver des éléments de répétition. Hein. C'est bien évident que là, on parlait de l'élection présidentielle, on peut étudier les élections, mais il faut voir que les contextes ont changé. Alors, je reprends l'exemple de 48, puisqu'on y était. Par exemple, le contexte économique, le contexte économique, pas du tout le même. Les révolutions, c'est les révolutions européennes de 48. Il y a la française, mais il y en a partout en Europe. Elles sont dues à La première est sicilienne, d'ailleurs. La première est sicilienne en janvier 48. Elles sont dues à une série de mauvaises récoltes 46-47, qui ont mis des tas de gens. Enfin, c'était la disette en Europe. La disette, heureusement, ça n'existe plus en Europe. Ça existe dans d'autres pays, ça n'existe plus. Ensuite, sur le contexte social, vous avez parlé tout à l'heure dans le récit des ateliers nationaux et de la fermeture des ateliers nationaux. Ça fait une révolte ouvrière. Les gens sont mécontents de plus avoir de travail. Cavaignac lance ses troupes. C'est 4000 morts, je crois, ou 5000 morts. Heureusement, il n'y a plus ça aujourd'hui. Donc, il y a plus ce contexte de grande violence, etc. Le détail des choses change. Ce que disent les partisans d'une répétition d'histoire, ou en tout cas les observateurs qui aiment trouver les points communs, c'est que au-delà des contextes et des détails, ça bien sûr, il y a des forces en présence qui, elles, sont les mêmes. C'est ça plutôt l'idée. Moi, je pense que il y a des éléments psychologiques qui sont les mêmes. Par exemple, c'est ça, oui. dans l'éternel humain, finalement. L'éternel humain, ça c'est sûr. Par exemple, la grande comparaison qui était faite à l'époque de Sarkozy, c'était il ressemblait à Bonaparte. Je pense qu'il y a des traits de caractère qui sont communs, la fougue, l'intérêt, le désintérêt pour l'idéologie. L'un et l'autre sont pas du tout des doctrinaires. C'est des gens qui sont capables de changer d'idée pour servir leur ambition, qui est grande et qui était voilà. Donc ça il y a des choses comme ça, mais je pense que sur le contexte général, les choses sont pas exactement les mêmes. Et par exemple, sur l'histoire de France en général, je pense qu'il ne faut pas tromper les gens en faisant croire que la France aujourd'hui ressemble à la France du général de Gaulle ou à la France de 1848, parce que sa position géopolitique est pas la même, parce que le monde a changé autour. Le problème, quand on se focalise sur une répétition, c'est qu'on ne voit pas les autres dangers qu'il y a autour. C'est ça qui m'inquiète. Et il y a une forme là de déterminisme, incontestablement. Votre livre à vous, Dimitri Casali, s'appelle L'histoire se répète toujours. J'allais dire jusqu'ici, pourquoi pas. Et vous ajoutez 2 fois. Pourquoi 2 fois? Pourquoi pas plus, à la limite? Je parle de la fameuse phrase de Marx, vous l'avez tous reconnu. L'histoire se répète une première fois comme une comédie, la seconde fois comme la première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce. Voilà, mais il fallait la citer, cette phrase, parce que c'est ça. Ce qui est passionnant dans l'histoire, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, nos hommes politiques et la majeure partie de la population sont de plus en plus ignorants. On voit bien que les leçons de l'histoire ne sont absolument pas retenues. Et c'est pour ça que je prône pour plus d'histoire. Et dans ce livre, on voit bien qu'il y a des éléments de similitude, parfois troublants. Regardez, par rapport avec 1789, le déficit de l'État complètement exorbitant, la crise économique, la crise sociale, la crise politique est en train peut-être d'être résolue. Du moins, je l'espère. Il faut rester optimiste. Mais c'est vrai, quand même, c'est toujours En même temps, depuis quelque temps, on fait beaucoup d'histoires comparées
parfois sauvage d'ailleurs. Et la figure au centre de tout ça, c'est le président Emmanuel Macron, puisque tout le monde se dit, alors est-ce qu'il ressemble plus à un tel? Est-ce que c'est De Gaulle en 58? Est-ce que c'est justement Napoléon III en 48? Parce que incontestablement, Louis-Napoléon Bonaparte est le petit nouveau venu que personne ne connaît, qui est l'outsider de l'élection et qui remporte complètement la mise. Là, il y a un point commun, incontestablement. Il y a un point commun, mais pour moi, oui, moi ça me choque qu'on le compare au Bonaparte, au premier et au III en particulier, parce que il n'a pas du tout le même passé. Napoléon III, pour revenir à lui-même, c'est un aventurier. Oui. C'est un aventurier total. Il était sur les barricades avec son frère qui est mort dans ses bras en Italie. Il a été emprisonné pendant 6 ans de prison où il recevait dans sa prison tous les leaders socialistes. C'est pour ça que j'ai intitulé souvent l'empereur socialiste. Il a reçu Proudhon. Il a reçu Fourier, il a écrit L'extinction du paupérisme, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est lui qui va faire le droit de grève qui va donner le droit de grève aux ouvriers. Donc ça n'a rien à voir à tous ces avancées sociales. Ça n'a rien à voir avec Macron pour l'instant. Mais pour moi, Emmanuel Macron, c'est Louis-Philippe. C'est le roi bourgeois alors expliquez-nous qui s'entoure effectivement de ces nouveaux capitaines de la révolution numérique, que sont Xavier Niel, Patrick Drahi, etc. On voit bien qu'il y a des similitudes avec l'équipe qui entourait Louis-Philippe, les chemins de fer, la nouvelle révolution industrielle, la révolution qui va donner ses bases économiques à la France avec le projet conciliateur de la monarchie de Juillet aussi. Oui, à réconcilier effectivement les légitimistes, les orléaniens, les monarchistes et les libéraux républicains. Il va réussir pendant un certain temps, pendant 18 ans, mais il va chuter justement parce qu'il va totalement oublier, il va chuter sur une révolution populaire. Et c'est là que je dis attention, il faut pas oublier le peuple, et c'est ce que Napoléon III, lui, avait bien compris, puisqu'il était le candidat des paysans et des ouvriers, puisque les ouvriers à l'époque avaient gardé une excellente image un âge d'or de Napoléon Ier, du temps des ouvriers, où les salaires ouvriers n'avaient jamais été aussi importants. Ça, c'est l'histoire comme avertissement d'une certaine manière. Ça, on peut l'admettre, François Reynard, que l'histoire puisse servir. Bien sûr, mais sauf que souvent, elle sert. Par exemple, dans une interview très intéressante de votre co-auteur, Olivier Garcia, de votre co-auteur je crois que c'est dans le Figaro, Olivier il fait une comparaison avec la crise de 29. Il dit aujourd'hui, il y a quelque chose dans la crise de 2007-2008, il y a quelque chose qui rappelait la crise de 29. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans la crise de 2007-2008, c'est qu'il ne s'est pas passé ce qui s'est passé pendant la crise de 29. C'est quoi la crise? Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy a pris des mesures absolument, et ça, il faudrait lui rendre grâce. Mais non seulement Nicolas Sarkozy, mais Angela Merkel aussi et l'ensemble des leaders européens, parce que c'est quoi la crise de 29? C'est un krach boursier, les valeurs s'effondrent, etc. Et le gouvernement américain de ce moment-là, qui selon la doctrine libérale, pense que le marché doit se débrouiller, donc il s'en lave les mains, il ne fait rien. Et en 2007-2008, parce qu'il y a eu la crise de 29, très légitimement, effectivement, Sarkozy, Merkel, etc. disent on doit investir massivement pour sauver les banques. Et parce qu'ils font ça, ça crée la crise de la dette, c'est-à-dire que ça crée la crise suivante, qui est une nouvelle. C'est l'endettement massif dont on essaie de se débrouiller aujourd'hui. Donc voilà, il faut. Je parlais d'histoire comparée. Ça, c'est de l'histoire comparée verticale par rapport à d'autres événements dans une chronologie. Mais il y a aussi une histoire comparée horizontale, si je puis dire, géographique. C'est-à-dire qu'il est incontestable, pour revenir à ma révolution et à mon élection présidentielle de 48, que l'influence des États-Unis a été évidente, a été grande. Oui, tout à fait. Je n'ai pas parlé de Tocqueville par ailleurs. Non, bien sûr. Alors ça, vous avez tout à fait raison. Là, il y a un élément très important, mais ça, c'est une autre chose qui plaide, si je puis me permettre, dans mon sens, dans l'idée qu'il faut toujours remettre les choses dans un contexte mondial et un contexte global, que la France, l'histoire de France, c'est pas une chose qui se traîne au milieu de l'espace comme ça, séparé de tout. Et donc, effectivement, la révolution de 1848, elle est sous l'influence des États-Unis, comme l'était la révolution de 89. Il y a quelque chose qui a dans toutes les têtes, c'est il y a un pays qui est en train de développer la démocratie, la liberté, etc. Et de la même manière que en 92, quand l'Assemblée nationale s'appelle la Convention, c'est par référence à la Convention américaine, la Convention de Philadelphie. De la même manière, quand en 1848 on décide de faire une élection présidentielle et de donner un président de la République, c'est en référence au président des États-Unis. Il y a cette influence-là. Donc c'est bien la preuve qu'il faut étudier l'histoire
en sortant du seul prisme de voyons si tel roi d'histoire de France non, est un autre. Là, je voudrais être clair quand même. La première leçon de tout historien, c'est de toujours replacer dans le contexte de l'époque. Ça, je le répète depuis 40 livres. Donc là, dans ce livre, il s'agit juste de poser des bonnes questions, de questionner, d'attirer sur certains points, certaines similitudes. Donc c'est vrai que là, je ne suis pas non plus pour un fan de ma thèse que l'histoire c'est. Alors même si après militairement, on peut dire que militairement, on a pris la patente en 1870 à Sedan. C'est un des domaines, l'histoire militaire, où la théorie de la répétition est le plus validé. Flagrant. 1870 Sedan, 1900 la percée de Sedan en 1940. Sedan, c'est exactement la même. Et si les généraux comme Gamelin avaient retenu la leçon de l'histoire, peut-être ça se serait pas reproduit. Oui, pardon, mais justement là aussi, c'est un très bon exemple sur l'histoire militaire. Je suis pas spécialiste de stratégie, mais la stratégie atroce de l'état-major français de 1939, qui est la stratégie défensive, c'est-à-dire on n'avance pas et on est purement défensive, la ligne Maginot et on se bloque derrière. Pourquoi ils ont fait ça? On ne voulait pas revoir 1914. 1914, c'était bon. Et donc, on peut comprendre cette chose-là. On était aveuglés par le précédent. Moi, c'est pas que je veuille absolument jouer les Louis-Philippe de service, mais je trouve quand même que l'un et l'autre, vous avez des arguments et que vos deux théories ne s'excluent pas. C'est-à-dire que la conception des évolutions et du contexte sont absolument essentielles et nécessaires. Ça n'empêche pas de s'amuser à repérer des similitudes ou des itérations. Bon, nous allons y venir dans un instant. J'aimerais que vous développiez un peu plus le contenu de vos ouvrages respectifs maintenant, si vous le voulez. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous vous posez une question. Est-ce que l'histoire se répète? Cette question, vous la posez à vos invités. Vous recevez François Reynard, il est journaliste, spécialiste d'histoire, écrivain. Il a publié Historama, quand l'histoire explique l'actualité, qui est sorti il y a quelques jours chez Talendier. Et puis Dimitri Casali, historien, qu'on connaît bien dans l'émission, qui lui vient d'écrire L'histoire se répète toujours deux fois. La France est-elle condamnée à revivre son passé? Un livre coécrit avec Olivier Gracia, paru chez Larousse. Alors, quelques exemples de cette répétition de l'histoire en France, puisque c'est votre sujet, ça, Dimitri Casali. Oui, tout à fait. On a parlé de 1789, on a parlé de 1848. On peut aussi parler, bien sûr, de 1939. Et les similitudes sont aussi intéressantes. Aujourd'hui, crise économique, crise sociale, crise identitaire, crise. Il faut monter des extrêmes. Moi, je pense que le danger à l'extrême gauche est aussi peut-être plus important qu'à l'extrême droite. Il faut pas avoir peur. Et puis surtout. Cette grande naïveté des Français, qui sont particulièrement aveuglés par cet angélisme, ce politiquement correct aujourd'hui, avec par exemple le péril vert, le danger du terrorisme islamique. Et les similitudes avec 39 sont évidentes. En 39, avec quoi expliquer la majeure partie de l'opinion publique et des journalistes en particulier ne voulaient absolument faire la paix avec Hitler. C'est les accords de Munich, bien sûr. Il fallait absolument pas. Ils étaient contre la guerre, contre le armement. Donc si je vous suis, vous êtes en train d'établir une sorte de parallèle entre Hitler et le péril vert, comme je dis dans le livre avec Olivier Gracia, c'est le danger du terrorisme islamique qui, à mon avis, n'est pas du tout pris en compte par le nouveau gouvernement, par exemple. Est-ce que là, ça n'est pas, sans du tout diminuer la dimension, l'importance et le caractère dangereux du péril islamiste, mais est-ce que ça n'est pas en train de plaider contre votre thèse? C'est-à-dire que là, comment voulez-vous comparer les deux? C'est très difficile de comparer deux phénomènes aussi profondément dissemblables. Ce livre donc pose des questions essentielles et surtout appelle à être vigilant, à une plus grande vigilance et surtout éviter ce sentiment de politiquement correct, de repentance. Il ne faut surtout pas parler des sujets qui fâchent, des sujets qui blessent. Il faut savoir que la France et l'Europe, nous sommes dans une nouvelle guerre. Il faut pas avoir peur de dire qu'une guerre contre l'islamisme radical, et selon des spécialistes, elle va durer encore une vingtaine d'années. En fait, me semble-t-il, votre ouvrage part d'aujourd'hui
et cherche des éléments dans l'histoire. L'ouvrage de François Reynard fait un peu l'inverse. Vous partez, vous, d'un certain nombre de sujets d'histoire qui sont au départ des chroniques qui deviennent des chapitres, en fait, hein, et vous évoquez les résonances que ça peut donner aujourd'hui et les éclairages que ça peut apporter sur l'actualité. Non, pas exactement. C'est-à-dire que dans l'Obs, toutes les semaines, on me demande de faire une double page qui s'appelle Passé-Présent, et l'idée, c'est d'éclairer un événement d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire. Oui, Par exemple, cette semaine, dans le journal qui sort cette semaine en kiosque, c'est sur le Liban, hein, l'histoire du Liban. Pourquoi qu'est-ce qui se passe avec Hariri, etc. Eh bien, ça a des explications historiques. Et j'essaie de le faire sur divers sujets pour essayer d'éclairer. Alors, effectivement, l'avantage de ça, c'est la variété des sujets. Parce que, évidemment, une semaine, je peux faire des sujets très sérieux sur le Qatar. Pourquoi est-ce que le Qatar, il y a eu cette crise avec l'Arabie Saoudite, qui a toujours cette crise. C'est ce qui s'appelle donner la profondeur historique à un élément d'actualité. Et ça s'explique parfaitement par l'histoire, ce petit pays qui se protège contre son gros voisin, etc. Donc, j'explique tout ça. Et puis, par ailleurs, il peut y avoir il y a effectivement l'élection présidentielle de 48 dont on parlait aujourd'hui, ou bien il peut y avoir des sujets plus légers aussi. Par exemple, un moment, je sais pourquoi, j'étais à un dîner où tout le monde se plaignait des tomates comme tout le monde en été, c'est plus bon, etc. Mais c'est quoi l'histoire de la tomate? Voilà, comme ça j'ai découvert ce que je ne savais pas, d'où elle vient, et que pendant 200 ans on l'a pas mangée parce qu'on pensait que c'était un poison. Mais en tout cas, sur je rebondis sur ce que disait Dimitri à l'instant, sur le péril vert. Le péril vert comparé à Hitler. Ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a une reductio ad Hitlerum, comme on dit. C'est-à-dire que quand on veut clore un sujet, ce qu'on appelle aussi le point Godwin, on dit c'est par rapport à, c'est pareil qu'Hitler. Bien sûr, le péril vert, le péril islamiste est un péril qu'il ne faut pas nier, mais il y en a d'autres qui ne doivent pas nous masquer. Par exemple, moi, je pense, en tant que citoyen européen, que la menace de la puissance chinoise, c'est une vraie menace. C'est-à-dire que la Chine a envie de redominer le monde comme elle a dominé le monde économiquement jusqu'au XVIIIe siècle. Il faut faire attention à ça. Donc, dans ce livre, j'essaie de donner des clés pour comprendre ça. Ou bien, par exemple, la menace russe. Les Russes sont sans cesse... Nous en parlons aussi avec Olivier Gracia. Voilà. Les Russes sont demander aux Espagnols, demander à la police espagnole ce qu'elle pense de ce qu'a fait la Russie pour les élections en Catalogne. La Russie n'a cessé d'envoyer ses fake news, etc. Ça, c'est très intéressant parce que les instruments employés sont des instruments qui n'existaient pas du tout il y a encore 10 ans. Et donc là, nous sommes en présence d'un phénomène profondément nouveau. Mais ça rappelle ce que faisait le KGB dans les années 60. Donc la méthode est la même, les instruments sont nouveaux. Est-ce que c'est pas ça finalement, Dimitri Casali? Le fond est toujours le même. Ce sont les formes prises qui, elles, diffèrent constamment. Oui, tout à fait. En ayant déjà posé pour principe de replacer dans le contexte, après, si on prend du recul en tant qu'historien, moi, parfois généraliste et vulgarisateur, je suis sidéré par les similitudes et les rapproches. Il y a un détail amusant dont on parle dans l'introduction, c'est le fameux consul Macron de l'ère républicaine qui porte le même nom et qui a fait assassiner donc l'empereur Tibère. Et là, quand notre président a éliminé le président Hollande, on pouvait voir quand même une similitude flagrante aussi dans cette anecdote. Là, il y avait en tout cas ce qu'on appelle une ironie de l'histoire. L'histoire permet d'expliquer l'actualité, François Reynard, incontestablement. Est-ce qu'elle permet de voir se dessiner le futur, d'après vous? C'est très difficile, parce que précisément, tout le monde essaie de... pour reprendre ce dont on vient de parler à propos d'Hitler, par exemple, ce matin, il y a une interview dans le New York Times ce matin, avec le nouveau prince héritier d'Arabie Saoudite, la MBS, Mohammed bin Salman, qui dit aujourd'hui il y a un Hitler, c'est le guide suprême iranien. Chacun son Hitler. Voilà, exactement. Et alors que Khamenei soit Hitler, je sais pas, mais que MBS soit Churchill, ça sûrement pas. Ça, je vous le confirme. Merci beaucoup François Reynard. Historama, quand l'histoire explique l'actualité, c'est publié chez Talandier. Merci beaucoup Dimitri Casali. L'histoire se répète toujours 2 fois. La France est-elle condamnée à revivre son passé? C'est édité chez Larousse. Alors, des livres édités qui parlent d'histoire, nous allons en trouver un certain nombre sur notre route d'ici à la fin de cette émission. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous allons du côté de Versailles pour terminer cette émission. Nous allons nous balader au salon Histoire de lire de Versailles qui se tient demain et dimanche de 14h à 18h30 à l'hôtel de ville et à l'hôtel du département de Versailles. Étienne de Montetti est votre invité. Franck, il dirige le Figaro littéraire. Il est président de l'association Histoire de lire qui organise ce salon du livre. Bonjour Étienne de Montetti. Bonjour, donc en fait, nous avons commencé là depuis 1 heure, ce qui va se prolonger pendant le week-end à Versailles. Et vous avez comme ça, vous, des tables rondes pendant Histoire de lire? Oui, ça fait 10 ans qu'on a mis l'histoire en débat, l'histoire en passion, avec des auteurs qui viennent effectivement
présenter leurs livres, les présenter au public, les vendre pour dire les choses, mais aussi débattre entre eux par soit des conférences un peu solennelles, soit véritablement des débats sur l'histoire, le rôle de l'histoire, effectivement des moments passés dont les échos nous reviennent aujourd'hui. Et cette année, on est particulièrement servi parce que c'est la littérature qui s'est emparée de l'histoire. Les grands prix littéraires de cette saison, le prix Goncourt, l'ordre du jour, ce sont sur des livres historiques, oui. Le prix Renaudot, avec la disparition de Joseph Mengele, c'est sur la fuite de Mengele, le médecin d'Auschwitz, et le prix Interallié est également sur la France libre, qui s'appelle La nostalgie de l'honneur. Ces trois livres seront remarquable ouvrage, et ces 3 livres seront à l'honneur à Versailles, puisque ça nous intéresse aussi de voir comment la littérature s'empare et traduit l'histoire aujourd'hui. Oui, et le public participe d'une certaine manière, parce que pour être allé un certain nombre de fois à Histoire de lire et pour avoir participé à ces tables rondes, j'ai vu à quel point c'est un public qui n'est pas passif qui vient à Versailles. Les gens s'emparent des sujets. Oui, on a un public d'étudiants, on a un public de fidèles, et je vais prendre un mot qui est flatteur pour nous, mais je vais quand même le citer, c'est Hélène Carrère d'Ancos, l'historienne bien connue, académicienne, secrétaire perpétuelle de l'Académie, et qui m'a dit un jour, écoutez, moi je vais à Blois au grand salon d'histoire de Blois pour voir mes confrères, mes collègues, et je viens à Versailles pour voir mon public. C'est joliment dit. Exactement, et j'ai trouvé ça très intéressant de me dire, tiens, le public est au rendez-vous pour s'intéresser, interroger, poser des questions et puis aussi s'enrichir en achetant des livres. Alors, quelle star nous annoncez-vous cette année? Quels sont les sujets et quel type de littérature allez-vous mettre en avant? Parce que l'histoire, maintenant, est devenue fourmillante. Oui, elle s'empare, vous nous le dites, de tous les genres. Il y a ces 3, effectivement, il y a ces 3 auteurs qui ont eu des prix, mais d'autres romanciers, Alice Fernet, qui explore aussi depuis très longtemps dans ses livres l'histoire contemporaine. On a des passeurs, des gens qui parlent avec passion, comme tout à l'heure à ce micro, que sont Laurent Deutsch ou Éric Orsena, qui a fait un magnifique La Fontaine. Éric a fait un magnifique La Fontaine, dont il parle avec passion. Un livre très versaillais, d'ailleurs. Oui, si tant est que La Fontaine ait eu des relations facile avec Versailles. Non, voilà, parce qu'on a besoin de ces passeurs pour nous parler d'histoire avec passion. Les grands historiens que l'on connaît, les Philippe Contamine, les Michel Zinc sont au rendez-vous. Et puis on a peut-être plus cette année que d'autres aussi sollicité des gens de l'histoire contemporaine, par exemple un Édouard Balladur qui parle avec Alain Duhamel des débuts de la Ve République. Et puis même dans la véritable contemporanéité, le général de Villiers, vous voyez, l'événement est tout récent, mais on a souhaité qu'il vienne quand même parler de son départ de l'état-major des armées il y a quelques semaines seulement. Merci beaucoup Étienne de Montetti. Donc Histoire de lire, c'est demain et dimanche de 14 à 18h30 à l'hôtel de ville et à l'hôtel du département à Versailles. Napoléon l'opéra rock, c'est l'opéra de Dimitri Casali qui sort sous forme de CD. Le 2 décembre. Le 2 décembre, ça ne s'invente pas, à mon avis. Enfin, vous avez choisi la date d'une façon relativement perfide. Il fallait que ça sorte un 2 décembre, anniversaire d'Austerlitz notamment. Nous ne parlerons pas du coup d'État, bien sûr. Et puis je m'étais promis, ou plus exactement, j'ai promis à notre invité d'hier de vous parler d'un site internet très important. Nous recevions hier, rappelez-vous, Raphaël Esraï, qui est un des derniers survivants de la déportation à Auschwitz. Il est d'ailleurs président de l'Union de la déportation. Et Raphaël Esraï me dit « Ah, j'ai oublié de parler de notre site Mémoire des déportations ». Eh bien voilà, je le fais. Il s'agit d'une réunion assez incroyable de données sur les déportations, sur l'univers concentrationnaire, sur le génocide des Juifs d'Europe, à travers des centaines d'extraits de témoignages, un véritable outil à la fois didactique et de recherche. C'est assez remarquable, donc ce site Mémoire des déportations. J'avais dit que nous en parlerions, eh bien voilà, c'est fait. Cette émission, d'ailleurs, vous pouvez la réécouter en podcast. Il ne m'arrive pas très souvent de recommander mes propres émissions à l'antenne. Celle-ci est à réécouter. Mais je crois que celle-ci mérite absolument qu'on l'écoute et qu'on la réécoute. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.